Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne Français avec Passion. Il s'agit de la troisième séquence. On commence par le travail sur la boîte à merveilles et plus précisément le chapitre 3. Et comme ça se voit, il s'agit de la version française. Avant de commencer, un petit rappel de ce que nous avons vu lors de la séquence numéro 2. Donc on a travaillé d'abord sur le chapitre 2, puis nous sommes passés à une activité de langue, à savoir les figures d'analogie. On est passé à la production écrite, on a travaillé sur les conséquences négatives dans le cadre du plan simple et puis on a fait la lecture de tout le deuxième chapitre, bien sûr avec la traduction. Je vous ai également envoyé, ou bien j'ai partagé avec vous une vidéo où il y a le test numéro 1, le test de lecture numéro 1 qui est sur 40 points. Très bien. Donc, comme nous l'avons déjà vu lors du deuxième chapitre, on a vu que les chapitres 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont la même structure. Là, nous sommes dans le cadre du chapitre 3. Quelle est cette structure qui veut bien me rappeler ? Très bien, ça commence par l'école. Donc le narrateur nous parle de l'école où il se trouve, il nous parle bien évidemment du frère, et puis voilà, il revient à la maison, et bien sûr, il va nous parler de sa mère, et c'est là où un événement inattendu va se produire et qui va constituer la fin du chapitre d'une manière générale. Très bien. Donc, en ce qui concerne le chapitre 1, le chapitre 3, pardon, au niveau de l'école, nous avons un indicateur temporel, c'est le vendredi après déjeuner ou bien après midi. Croyez-moi, cet indicateur temporel, c'est une clé qui va nous ouvrir plusieurs portes. Vous allez voir pourquoi. Donc, quand il nous a parlé de vendredi après déjeuner, il nous a parlé également des 2 jours et demi de repos qui lui ont été accordés. Par qui ? Très bien, par son père qui s'appelle comment ? Mel Mebsliam. Pourquoi Mel Mebsliam a-t-il donné à son fils 2 jours et demi de repos ? Très bien, suite à la griffure d'un chat à Sidi El Bouralib. J'espère que vous vous rappelez de ce détail, c'est dans le chapitre 2. Très bien, donc comme nous l'avons dit, c'est vendredi après déjeuner et bien sûr le narrateur, il va nous parler de qui ? Très bien, du frais et surtout de la rigidité ou bien la sévérité du frais. Vous allez me dire, mais madame, dans le chapitre 2 aussi, il nous parle de la rigidité et la sévérité du frais. Effectivement, sauf que dans le chapitre 2, c'est mardi, c'est le jour de la récitation. Voilà pourquoi le frais, il est rigide. Ici, il est rigide parce qu'il est toujours rigide, il est toujours sévère, mais il y a un plus, il y a quelque chose de plus. Ce qui est un peu spécial dans le chapitre 3, c'est que le frère, il somnole. Que veut dire somnoler ? Somnoler, c'est-à-dire il dort. Il dort un petit peu, il se réveille. Pas dormir carrément, il ne s'allonge pas carrément. Il est assis, mais il somnole comme ce que fait pas mal d'élèves en classe, ceux qui s'assoient, ceux qui restent derrière. Très bien, donc on a dit que le frère somnole. Et là, vous allez dire, mais là, pour ne pas oublier ce détail, par contre, j'ai une petite astuce. C'est quelque chose que j'ai remarqué moi et mes élèves, que nous avons remarqué moi et mes élèves. C'est quoi cette chose ? C'est que le frère somnole, à votre avis, pourquoi ? Parce que c'est vendredi après-midi. Comme vous le savez, vendredi, qui dit vendredi, dit couscous. Et qui dit couscous, dit longue sieste. On déteste travailler ou bien étudier vendredi après-midi. Et pareil pour le frère. Vendredi après-midi, il dort parce que fort probablement, il a mangé le couscous. Ça, c'est pas dans l'œuvre. Attention, attention, attention. C'est juste pour ne pas oublier ce détail. D'accord ? C'est pourquoi je vous ai dit cet indicateur temporel, il est la clé de beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe, c'est que le frère, il somnole, d'accord ? Il somnole et puis, à un moment donné, il se réveille. Il entend un élève en train de dire des bêtises et là, il va le frapper avec sa baguette de cognacier et puis, il va se rendormir, d'accord ? Voilà, ça, c'est au niveau de l'école. Au niveau de la maison maintenant, quand il va revenir à la maison, il va nous parler bien sûr de sa mère. Sauf que sa mère, elle va vouloir allumer une bougie, pour ceux qui ne connaissent pas la bougie. D'accord ? Alors là aussi, pour ne pas oublier ce détail, je vais revenir à mon indicateur temporel vendredi après déjeuner. Donc, le narrateur est allé à l'école vendredi après-midi.
Et n'oublions pas que le chapitre 2, le chapitre 1, 2 et 3 se déroule lors de la saison de l'hiver. Nous allons le voir, nous allons voir que dans la boîte à merveilles, il y a 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Donc chapitre 1, 2 et 3 se déroulent, comme je l'ai dit, pendant l'hiver. D'accord? Donc c'est l'hiver et le narrateur va revenir chez lui à quelle heure à votre avis? Donc vendredi après-midi, donc il va revenir chez lui vers 17h, 17h30. 17h30, pendant l'hiver, la nuit commence déjà à tomber, n'est-ce pas? Donc automatiquement, il va faire noir, il va falloir allumer des bougies. Voilà, c'est juste pour ne pas oublier ce détail. C'est comme ça que, en général, les élèves font pour ne pas oublier. Et voilà, donc la mère va vouloir allumer des bougies. Et à ce moment-là, elle va remarquer une chose. Donc la mère va remarquer que la chambre de Fatma al-Bziouya est très lumineuse, très éclairée. Et là, Zoubida, elle va poser une question ou bien elle va faire une remarque qu'on trouve dans pratiquement toutes les maisons marocaines, genre est-ce que Fatma el-Bziouia, pourquoi tu allumes toutes ces bougies? Est-ce que tu célèbres un mariage comme jusqu'à présent? Maintenant, lorsque vous allumez beaucoup de lumière, votre père ou bien votre mère ou bien quelqu'un, un adulte, elle va vous dire mais pourquoi toutes ces lumières? Est-ce que vous célébrez un mariage ou éteignez la lumière? Vous connaissez cet ordre. Je crois que tous les jeunes, tous les Marocains le connaissent. L'essentiel. Fatma al-Bziouia, elle va lui parler d'une lampe à pétrole. Donc Fatma al-Bziouia, elle va lui dire non, 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 c'est pas des bougies, non, c'est pas ça, c'est une lampe à pétrole. Pour ceux qui connaissent pas la lampe à pétrole, la voici. Donc c'est la première fois où les Zoubida ou Sidi Mohamed vont entendre parler d'une lampe à pétrole. Et quand ils iront chez Fatma al-Bziouia, et ils seront bien sûr impressionnés, fascinés par cet objet. Et ici, vous pouvez avoir comme sujet de rédaction le développement de la société, le développement de la société marocaine. On peut avoir aussi le développement de la technologie. On peut vous parler de l'IA par exemple. Donc tout ce qui a un rapport avec le changement de la société. D'accord? Voilà, ou bien on peut parler aussi du fait donc, la modernité, de choisir la modernité, même si à cette époque, ça c'était moderne. Au détriment des traditions, par exemple aussi. Ça aussi, c'est un sujet de rédaction. Très bien. Donc, on passe à l'événement. L'essentiel, les Zoubida, elle va essayer de convaincre son mari de lui acheter une lampe à pétrole. Voilà, la nuit, chacun va s'endormir. Le lendemain, Sidi Mohamed, quand il va revenir de l'école, il va découvrir que son père avait acheté une lampe à pétrole. Donc, le lendemain, à midi, quand Sidi Mohamed va revenir à midi, il va trouver, c'est-à-dire c'est samedi, samedi à midi, il va trouver que son père a acheté une lampe à pétrole et il va nous décrire la grande joie de sa mère comme une petite fille. Donc d'ailleurs, la mère, elle va mettre la lampe à pétrole devant un miroir pour intensifier, pour accentuer les rayons, la lumière de cette lampe. Très bien, donc au moment où la mère réjouissait de l'achat de la lampe, il y a des cris qui vont retentir dans la maison de la voyante. Donc au moment où le narrateur va nous décrire la grande joie de la mère parce qu'elle a acheté cette lampe à pétrole, on va entendre des cris qui viennent de l'intérieur de la maison de la voyante. Ces cris, donc c'est parce que il y avait Rahma qui a perdu sa fille Zineb en allant au baptême de sa sœur Khadija. Donc c'était Rahma qui était en train de crier. Elle est en réalité à l'extérieur et puis elle est revenue à la maison. En ouvrant la porte, elle a commencé à crier, à pleurer comme une folle. Donc Zineb a disparu. Elle et Zineb sont allées chez sa sœur Khadija. Donc là, on comprend que Rahma, elle a une sœur qui s'appelle Khadija, qui vient de donner naissance à un bébé. Ils sont allés au baptême. Attention, pour le P, ça se prononce pas. On dit pas baptême, on dit baptême. Et voilà. Et Zineb, elle fut perdue dans la foule. Très bien, donc ici, toutes les femmes de la maison vont pleurer avec elle. Elles vont être tristes, y compris les Zoubida, malgré le fait qu'elles ne se parlent plus.
D'accord. Voilà, donc lorsque Sidi Mohamed il va revenir à la maison, quand il est revenu le soir de l'école, il va remarquer que la maison était calme et qu'aucune femme ne pleurait, même Rahma. Normalement, lui, il a dit, je m'attendais à trouver que la maison était en désordre et que toutes les femmes étaient en train de pleurer et qu'il y avait beaucoup de monde. Mais en réalité, non, la maison était calme, même Rahma ne pleurait plus. Il n'a rien compris, y compris nous. Nous aussi, on n'a rien compris. Voilà, il faut attendre le retour du père. Le soir, d'accord. Donc, quand le père est revenu du travail et pendant le dîner, Lele Zoubida explique à son mari comment Zineb a disparu et comment elle et Fatma Bziouia l'ont retrouvée. D'accord. Donc voilà, donc ici c'est la mère qui va expliquer, qui va raconter ce qui s'est passé au père. Et c'est elle qui va lui expliquer que elle, c'est-à-dire Lele Zoubida et Fatma Bziouia, c'est elles qui ont trouvé Zineb. Attention, pour cette information, vous pouvez la voir dans les questions, parce qu'il y a toujours une question, on le verra par la suite, qui porte sur la situation du passage. D'accord. On peut vous poser cette question, on peut vous dire qui a trouvé Zineb. Donc, c'est Lele Zoubida et Fatma Bziouia. Très bien. Donc, ce changement de narrateur, c'est un procédé, c'est une technique. Ici, c'est la mère qui est devenue la narratrice. Et ce procédé s'appelle le récit enchâssé. Si vous n'avez toujours pas vu le récit enchâssé, vous allez l'étudier, c'est sûr. Ou bien, vous l'avez déjà étudié. Ça dépend du moment où vous voyez cette vidéo. Le récit enchâssé, certainement, vous le verrez en classe. C'est un procédé très important. Il consiste, voilà, donc, voilà, c'est le changement de narrateur, tout simplement. Je vais vous faire une vidéo bien spéciale, d'accord? Une vidéo où je vous explique c'est quoi le récit enchâssé. Très bien, donc on continue avec l'événement. Donc ce qui va se passer, c'est que Rahma, puisqu'elle a retrouvé Zineb, elle va vouloir remercier Dieu en organisant un repas pour les pauvres, ce qu'on appelle chez nous sadaqa. Donc bien sûr sadaqa, qui dit repas pour les pauvres, dit couscous. Donc ici, toutes les femmes de la maison de la voyante vont l'aider. Donc on parle de la solidarité entre les voisines. Là aussi, c'est un sujet de rédaction. On peut parler de la solidarité au Maroc, on peut parler des relations de voisinage, on peut parler de la solidarité entre les voisins. Voilà, ce sont des sujets pertinents que vous pouvez avoir au normalisé et même dans les contrôles continus. Donc voilà, au moment où les femmes s'entraidaient, parce que tout le monde aidait tout le monde, Sidi Mohamed et Zineb jouaient. Donc ils ont passé toute la journée à jouer parce que les femmes étaient occupées. Et c'est la première et la dernière fois d'ailleurs Zineb où Sidi Mohamed où il va jouer avec Zineb. Il a dit même que Zineb sait jouer, mais c'était la dernière fois. Très bien. Donc voilà, le soir, lorsque le repas pour les pauvres est terminé, la maison, et il a dit la maison retomba dans le silence. Donc la maison de la voyante est redevenue calme. D'habitude, elle est calme, mais avec ce repas pour les pauvres, il y avait beaucoup de bruit, ce qui a énormément fait plaisir à Sidi Mohamed. Mais le calme, apparemment, le dérange parce que Sidi Mohamed a dit je me suis senti triste et seul. Et c'est là où il va décider de prendre sa boîte à merveille. Donc il a pris sa boîte à merveille, mais il a imaginé que ces objets étaient fâchés contre lui. Donc quand il a pris sa boîte à merveille pour jouer avec ces objets, il a senti que les objets ne veulent pas jouer avec lui, ne veulent pas parler avec lui, chose bien sûr qui va le pousser à pleurer très très fort. Donc c'était de véritables sanglots. Voilà, le chapitre 2 touche à sa fin. C'est beaucoup plus court que le chapitre 3, pardon. Touche à sa fin, il est beaucoup plus court que le chapitre 2. Donc le résumé s'il vous plaît, à la va-vite. Donc après 2 jours et demi de repos, Sidi Mohamed retourne au Msid. C'est l'occasion de critiquer le frère et sa rigidité. Le petit enfant revient à sa maison. Lui et sa mère sont fascinés par la lampe à pétrole de Fatma Bziouia. La mère réussit de convaincre son mari de lui en acheter une. Le narrateur évoque par la suite le souvenir de la disparition de Zineb qui, en allant au baptême avec sa mère, se perd dans la foule. C'est les Zoubida et Fatma Bziouia qui retrouvent la petite. Pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, Rahma organise un repas pour les pauvres. Le narrateur insiste sur la solidarité entre les voisines. Ce chapitre se termine par le recours de Sidi Mohamed à sa boîte à merveille pour fuir sa réalité morale. Mais il imagine que ces objets sont fâchés.
Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je dis n'importe quoi. Donc, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et à la prochaine.